Été 2022. Le réchauffement climatique nous frappe de plein fouet. Incendies géants, tempêtes, inondations. Le phénomène est mondial. Les séquoias géants d'Amérique partent en fumée. La Chine et l'Inde s'assèchent. Au Pakistan, la mousson fait des millions de déplacés. Cela fait pourtant 50 ans que certains nous préviennent du réchauffement climatique à venir. Pourquoi ne pas les avoir entendus ? Parce que depuis 50 ans, une bataille se joue entre ceux qui veulent sauver le climat par une transition écologique et ceux qui ont choisi de l'ignorer par intérêt économique, par inconscience feinte ou par déni. Nous allons vous raconter cette lutte d'un demi-siècle, ses échecs, ses victoires et ses points de bascule. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Vécus par les femmes et les hommes engagés dans cette guerre climatique. The analogy of the war is not inappropriate because we organize ourselves for victory. Il y a encore des raisons d'espérer, car le combat n'est pas terminé. We humans are causing the problem, and we humans have the ability to solve the problem. Juin 2022. Le monde vit ses pires catastrophes climatiques. Le 6e sommet de la Terre s'ouvre à Stockholm. Des manifestants de tous les pays se mobilisent pour sauver la planète. Dans l'enceinte de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres appelle au combat. The Paris Agreement showed the way, but we must act on these commitments. Otherwise, they are nothing but hot air, and hot air is killing us. Ce désastre était annoncé. L'alerte a été donnée exactement au même endroit, il y a 50 ans. Juin 1972, le tout premier sommet de la Terre à Stockholm. 113 pays sont représentés. L'objectif ? Lutter contre la pollution et mieux gérer les ressources de la planète. À la tribune, la première ministre de l'Inde, Indira Gandhi, fait une sombre prédiction. It is clear that the environmental crisis which is confronting the world will profoundly alter the future destiny of our planet. L'ONU adopte unanimement la déclaration de Stockholm, avec pour la première fois de l'histoire, la mention d'un nouveau danger pour l'humanité, le changement climatique. Il est recommandé que les gouvernements se préoccupent des activités qui comportent un risque appréciable de répercussions sur le climat. Ce risque est connu des scientifiques depuis le 19e siècle. Le dioxyde de carbone, ou CO2, s'accumule dans l'atmosphère lorsqu'on brûle des énergies fossiles, le charbon, le pétrole ou le gaz, ou que l'on coupe les forêts qui l'absorbent. Cela crée un effet de serre qui agit comme une couverture jetée sur la Terre, faisant grimper la température générale. Un premier modèle climatique simple montre dès 1967 que l'effet de serre pourrait à long terme provoquer une fonte partielle des calottes glaciaires et une hausse du niveau de la mer. En 1972, l'ampleur de ce réchauffement planétaire causé par l'humain demeure cependant encore incertaine et interroge. Après la conférence de Stockholm, c'est à la NASA que l'inquiétude monte d'un cran. Quand un jeune astrophysicien parvient, grâce à des modèles plus complexes, à prédire mathématiquement le climat du futur. Ce qu'il découvre est effrayant. Il s'appelle James Hansen et au départ, son sujet d'étude, c'est Vénus, la planète la plus chaude du système solaire. Le génie de Hansen va être de comparer Vénus à ce qui est en train de se produire sur Terre. The interesting question about Venus was, why is it so hot?
Of course, it turned out it was because Venus has a lot of carbon dioxide in its atmosphere and it's closer to the sun. En accumulant du CO2 atmosphérique, la Terre va-t-elle devenir une deuxième Vénus? Pour répondre, James Hansen va utiliser des simulations informatiques qui prédisent le climat terrestre si les émissions de CO2 continuent de croître. Il va alors chiffrer l'ampleur possible du changement climatique. Son résultat est sans appel. The models estimated that it would cause a warming of about 3 degrees Celsius. That's a lot. That would make the Earth warmer than it was in the last million years. Sur Terre, chaque dixième de degré supplémentaire perturbe l'équilibre du climat planétaire. La fréquence et l'ampleur des catastrophes naturelles augmentent considérablement. Au-delà de 2 degrés Celsius, on entre en territoire inconnu. Nul ne peut prédire les conséquences pour l'humanité. We predicted that in the 21st century we would see increased extremes of droughts and storms, and those things have basically been coming true. Pour éviter cette catastrophe annoncée, il faut baisser drastiquement la consommation d'énergie et remplacer les combustibles fossiles par des sources non émettrices de CO2. Dès les années 1970, l'enjeu de la bataille est posé. Sauf qu'un événement va détourner l'attention des décideurs. Le premier choc pétrolier, puis le deuxième 6 ans plus tard, provoque une flambée des prix du pétrole qui met le monde à l'arrêt. John Kerry, ancien sénateur, secrétaire d'État et actuel envoyé spécial du président Joe Biden, se remémore cette période critique. I remember sitting in my automobile, I was spending hours, I would read my contracts and criminal law in the car, inching forward every few minutes to be able to get gas because we had vast shortages and there was a huge crisis. So that was America's first shaking, modern shaking, of waking up to the realities of the energy possibilities of crisis. L'occasion est unique pour renoncer aux fossiles et développer les énergies alternatives. Mais paradoxalement, c'est l'opposé qui se produit. Les pays se ruent sur le pétrole pour constituer des réserves stratégiques. Ils y sont encouragés par la très puissante Agence internationale de l'énergie. Son rôle, veiller à l'approvisionnement énergétique de ses pays membres. Fatih Birol, son directeur, défend les choix de l'époque. Countries understood that they have to generate energy at home. Governments need to have stocks, the oil stocks under the ground, so that if there is a crisis like that, a disruption in the supply, they will bring that oil to the markets in order to defend ourselves, defend the economy, and comfort the markets. Pour la sécurité énergétique et ce marché lucratif, les États-Unis relancent la production d'or noir sur leur territoire. Les zones les plus difficiles d'accès, comme l'Alaska, ne sont pas épargnées. À cette époque, les compagnies pétrolières font mine de s'intéresser à l'impact de leurs activités sur le climat. Dans les années 1970, un tanker d'ExxonMobil, le géant américain, sillonne les océans pour mesurer le CO2 de l'atmosphère. Par la suite, Exxon, mais aussi Total, Elf ou Shell, nieront la réalité du réchauffement climatique pour éviter toute régulation de leur industrie. Pendant que les majors pétrolières tissent leur toile, un homme peut faire basculer le cours des choses. Le président démocrate Jimmy Carter. Il crée le premier département de l'énergie de l'histoire des États-Unis et veut développer les énergies renouvelables. By the end of this century, I want our nation to derive 20% of all the energy we use from the sun. This is a bold proposal, and it's an ambitious goal. But it is attainable if we have the will to achieve it. Un premier pas qui pourrait faire naître l'espoir. Mais dès 1980, les espoirs s'effondrent. Jimmy Carter est évincé par Ronald Reagan, l'ennemi de l'État fédéral et des écologistes. Il ne croit pas au changement climatique. Il s'oppose à toute forme de régulation. Pour lui, la croissance et les ressources sont illimitées.
America must get to work producing more energy. Large amounts of oil and natural gas lay beneath our land and off our shores, untouched. L'or noir devient le symbole de la réussite. Ce nouveau rêve américain envahit les écrans. Les années 80 synonymes de course à la croissance. Plus la vie devient confortable, plus on consomme de l'énergie. Et le charbon, le pétrole et le gaz fournissent plus de 80% des besoins mondiaux. Les pays pétroliers se frottent les mains. In OPEC, the main issue was how we can see the share of oil in the global energy mix is bigger and bigger, how to defend the interests of the oil-producing countries at that time. Climate change was not a key topic. Les années défilent, et il y a toujours plus important, plus urgent que le climat. Quand soudain, l'été 1988, un phénomène extrême va retourner la situation. Une sécheresse historique s'abat sur les États-Unis. Our oldest national park is under siege tonight. The president to declare Yellowstone National Park a national disaster area. Le Sénat américain cherche une explication. It was a very hot June day, and it was a small group within the Senate, a group of us, Al Gore, Tim Wirth, Jack Hines, a whole group of us who had read about and heard about and begun to become aware of this challenge. So this was a time when people were noticing climate and weather. And so it was a good time to try to draw attention to the long-term issue of global climate change. Les sénateurs demandent donc à James Hansen de témoigner. L'occasion d'alerter le pouvoir est unique. Hansen ne doit pas la gâcher. Thank you for the opportunity to present the results of my research on the greenhouse effect, which has been carried out with my colleagues at the NASA Goddard Institute for Space Studies. I would like to draw three main conclusions. Number one, the Earth is warmer in 1988 than at any time in the history of instrumental measurements. Number two, the global warming is now large enough that we can ascribe, with a high degree of confidence, a cause and effect relationship to the greenhouse effect. And number three, our computer climate simulations indicate that the greenhouse effect is already large enough to begin to affect the probability of extreme events such as summer heat waves. Jim Hansen really galvanized us. I mean, that testimony was a critical demarcation point in this fight, long remembered by all of us who were there and saw it and were impacted by it. 18 ans après le premier cri d'alarme à Stockholm, les journaux l'annoncent. Le réchauffement climatique a commencé. Un nouveau front s'ouvre, la bataille médiatique. Ce battage fait sortir du bois les ennemis du climat. Aux États-Unis, une partie des républicains fourbit ses armes. Jerry Taylor en est alors l'un des représentants les plus virulents. Il agit pour le compte du Cato Institute, un think tank financé par les dollars du pétrole. Sa mission, tirer à vue sur l'action climatique. The first time it really exploded on my radar screen and required, my immediate attention was after James Hansen testified in front of the Senate in 1988. And that testimony really reverberated in American politics, even on the right. And it was the beginning of the conservative mobilization against climate action. If you accept that climate change is a dire threat to the human race and to the planet, it is going to require collective government action to respond. And for a lot of people on the right in the United States, they don't see themselves as being put on this planet to facilitate a massive use of government to address public policy concerns. 1988, coup de théâtre. À l'ordre du jour du G7, la dette des pays pauvres, la sécurité et le climat. Sous la pression de la communauté internationale, les grands de ce monde créent le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Le Britannique Robert Watson, spécialiste en sciences de l'atmosphère à la NASA, a étudié dans les années 80 le problème de la couche d'ozone et a permis de le résoudre comme il faudrait le faire pour le climat. Pour lui, le GIEC est l'outil crucial dans cette bataille. It's a global issue. You need scientists from every country of the world to be involved for their governments to believe it's a legitimate process. And it doesn't matter whether it's ozone depletion, climate change, biodiversity or agriculture. Contre toute attente, les deux dirigeants à la manœuvre sont les plus conservateurs. La première ministre britannique Margaret Thatcher et le président américain Ronald Reagan. Ce dernier agit à des fins tactiques. Il préfère créer un GIEC autonome, en dehors de l'ONU, dont il se méfie. Margaret Thatcher, elle, a un véritable intérêt pour le sujet. One world leader that embraced the idea very quickly was Margaret Thatcher. And it's not surprising. She was actually a chemist. She actually liked science, and she thoroughly understood the issue. She had a very good rapport with the American president. And so very quickly, senior leaders in different countries did support the idea. And in the end, it was actually proposed to the United Nations General Assembly, and they embraced the idea. Margaret Thatcher devient porte-parole de la cause climatique. It is mankind and his activities which are changing the environment of our planet in damaging and dangerous ways. Charged today with preserving life itself, may we all be equal to that task. Thank you, Mr. President. Pour la Dame de Fer, dénoncer l'impact des énergies fossiles, c'est aussi promouvoir le nucléaire et contrer le puissant syndicat du charbon avec qui elle est au bord de la guerre civile. Mais une nouvelle élection change la donne. Le Texan George Bush, dont la famille a fait fortune dans l'or noir, est élu 41e président des États-Unis. Les pétroliers entrent à la Maison-Blanche. En 1989, pour mettre la pression sur la nouvelle administration, le démocrate Al Gore invite à nouveau James Hansen à témoigner devant le Congrès. Mais le bureau ovale exige de lire la déclaration du chercheur avant le jour J. In 1989, they wanted me to change statements to make it appear less certain that climate effects were important. And then I sent a note to Senator Gore and said, there are certain paragraphs in here, certain sentences that are not mine. They were written by the White House. James Hansen prévient le sénateur Gore qu'il refuse de témoigner dans ces conditions. Le sénateur le convainc d'organiser une mise en scène devant les caméras. Hansen lira le texte amendé et le sénateur jouera l'étonnement. Why do you directly contradict yourself in the testimony you're giving about this scientific question? The last paragraph in that section was not a paragraph which I wrote. That was added to my testimony. If they force you to change a scientific conclusion, it's a form of science fraud by them. And I knew they were going to get in trouble. But I thought we should reveal this. The public should know that the government is trying to control what information the public gets. En révélant la tentative de fraude, le scientifique devient ce jour-là et ne cessera plus d'être un lanceur d'alerte. « 1990, l'Irak envahit le Koweït. En réponse, les États-Unis déclenchent la guerre du Golfe pour garder l'accès aux gisements. L'or noir est plus que jamais vital. C'est le carburant d'une économie qui se mondialise. Entre l'ouverture de la Chine, la naissance d'Internet et de la téléphonie mobile, les besoins en énergie sont sans précédent. La lutte contre le réchauffement est plus que jamais menacée. Mais la fin de la guerre froide va relancer les dés.
un nouvel ordre mondial naît. Laurence Tubiana, économiste et diplomate, entre dans la bataille climatique et va jouer un rôle clé. La fin de la guerre froide, c'est la possibilité, on peut s'entendre, on peut travailler ensemble. Et ça libère l'idée d'un vrai multilatéralisme qui était de facto complètement bloqué aux Nations Unies par ce conflit. C'est une idée très puissante, l'idée que le climat, c'est notre production à tous, c'est quelque chose qu'on partage, mais aussi qu'on abîme tous ensemble. Et donc c'est vraiment l'histoire du commun. L'Europe réunifiée veut prendre le leadership climatique. Elle va tenter de s'imposer lors du 3e sommet de la Terre en juin, à Rio. 20 ans après Stockholm, l'ampleur de l'événement est tout autre. Une série de catastrophes écologiques a secoué les consciences. Bhopal, Tchernobyl, Exxon Valdez et le trou de la couche d'ozone. 150 pays, de nombreux chefs d'État, scientifiques, ONG et citoyens sont là. C'est le sommet le plus médiatique de l'histoire. 10 000 journalistes couvrent l'événement. L'Europe est à la manœuvre. Elle a dans sa manche un plan climat, avec la création d'une autorité mondiale de l'atmosphère, une baisse de 20% des émissions de CO2 et une taxe carbone. Mais juste avant le sommet, le projet est pilonné par un lobbying des énergies fossiles sur les ministres européens de l'industrie, poussant le commissaire à l'environnement de Bruxelles à la démission. On voit déjà la vigilance et l'agressivité des industries de l'énergie fossile pour barrer à chaque fois, engager à chaque fois la bataille pour qu'on n'avance pas. L'échec de l'Europe fait perdre des décennies à l'action climatique. Rio accouche tout de même des conférences onusiennes dédiées au climat, les fameuses COP annuelles, alors que les sommets de la Terre reviennent tous les 10 ans. La diplomatie climatique, nouvelle arme puissante, voit le jour. L'intensité du combat va redoubler. La première COP se tient à Berlin, présidée par une certaine Angela Merkel. L'objectif est de signer un accord contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour maintenir une hausse de température planétaire en dessous de 2 degrés. Au-delà, on redoute des catastrophes en chaîne. Plus le GIEC apporte des preuves, plus le camp anti-climat se durcit. La science devient la cible d'attaques incessantes de la part des pétroliers comme le patron d'Exxon. Scientific evidence remains inconclusive as to whether human activities affect the global climate. It's a long and dangerous leap to conclude that we should therefore cut fossil fuel use. Des preuves incertaines. C'est ce que suggère le lobbyiste Jerry Taylor sur les plateaux télé. Sa stratégie ? Ne pas nier le changement climatique, mais nous faire douter de sa gravité. The country or the world be serious about global warming? Do you... Well, our position is that it indeed looks like the world is warming, and it indeed looks as if industrial emissions are playing a role in that. We don't know for certain, but all the circumstantial evidence certainly points there. But the warming that we've seen so far has been far more modest than a lot of the computer models would have suggested we should have seen by this point. And the pattern of warming has been different from the way a lot of people think of it. It's not evenly distributed. Most of the warming is concentrated at night, not during the day, at winter, not during the summer, and in far northern latitudes. That pattern of warming, and as modest as it's been, does not suggest the parade of horribles that we frequently read about in the press. Public debate is a show. I have no background in science, and heck, I never graduated from college, actually. And scientists were often marshaled by the other side to debate people like me. At one point, I was debating the head of the Sierra Club, back then a fellow named Carl Pope, at the University of Wisconsin. I had about a month to prepare for that debate, reading everything that Carl Pope has ever said on the topic, knowing what evidence he likes to forward, and then making sure that I was fully immersed in his arguments so I knew the best ways to counter. Now, think about Carl Pope. He has executive responsibilities. He doesn't have the time to prepare like I do for a debate. And I'm not saying that, I blew Carl out of the water that day. I've subsequently got to know him and he's a friend. But it's an uneven playing field. It's been a constant battle
with powerful economic interests that don't want to change. And the oil and gas industry and others pushed back against the science and pushed back against the process and really began their journey of delay and obfuscation and denial. Les États affûtent leurs armes pour la première vraie bataille ouverte à la COP3 à Kyoto. Il faut obtenir le premier accord climatique, puis le faire ratifier par les pays les plus émetteurs. Aux États-Unis, la bonne volonté affichée du président démocrate Bill Clinton se heurte à la stratégie implacable du clan anti-climat. Before the U.S. delegation even went to Kyoto for the conference, there was a vote in the Senate, a resolution called the Byrd-Hagel resolution, which stated opposition for any agreement to address climate change that excluded some nations in the course of that treaty. La résolution Byrd-Hagel est une arme redoutable. Elle pose comme condition à la ratification d'un protocole climatique qu'il ne cause pas de dommages à l'industrie américaine et ne lui impose aucun engagement, à moins que les pays en développement comme la Chine ne consentent aux mêmes efforts. La résolution est adoptée après un long travail de propagande des anti-climats. Turn off the lights, they say. Sure, I'll turn off the lights when I'm ready for bed, but I make sure that my mom sleeps with the light on, because if she gets up at night, I don't want her stumbling around in the dark. So why not let there be light? Is there a global warming problem? Thousands of scientists say no. But a global warming treaty could make turning on your lights a lot more expensive. So before the U.S. delegation even went to Kyoto, it was a lost cause. It happened because our community for 6-7 years had been pounding away on the economic costs of climate change, pounding away at the radical restructuring of the global economy that would be required to address climate change, pounding away on the argument that climate change is an existential threat. And for the most part, we were able to move public opinion in that regard. Again, so much so that not a single Democrat in the Senate voted against the Byrd-Hagel resolution. À Kyoto, Laurence Tubiana est en première ligne pour l'Europe. Avant que la délégation américaine arrive à Kyoto, elle a cette condition, cette contrainte, qui est les États-Unis ne vont pas faire plus en gros que la Chine. On est en 97, hein. La Chine, elle est depuis 91, elle a explosé sur les marchés mondiaux. Et donc, on ne va pas faire plus que les autres. Les efforts européens aboutissent à la signature du protocole de Kyoto. Les pays développés s'engagent à réduire d'au moins 5% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Mais comme on pouvait s'y attendre, le texte n'est pas ratifié par le Sénat américain. Le plus gros émetteur de l'époque reste en dehors du premier accord sur le climat et pointe la Chine comme coupable. That was the beginning of a division within the ranks of nations, those who felt a responsibility to do something and those who wanted to avoid responsibility at any cost. And that division has frankly haunted the process ever since. L'an 2000. L'humanité entre avec allégresse dans le nouveau millénaire. Il n'y a pas eu le bug informatique redouté. Et au mois d'avril, la 30e journée de la Terre explose tous les compteurs. Des centaines de millions de personnes défilent avec un tout nouveau mot d'ordre : sauver le climat. La prise de conscience collective laisse augurer d'un passage à l'action contre le changement climatique. Mais soudain... La lutte climatique est encore une fois rattrapée par l'histoire. L'Occident bascule dans la guerre contre la terreur, et tant pour les politiques que pour l'opinion, tout message autre que sécuritaire est inaudible. Au sommet de la Terre à Johannesburg, 30 ans après Stockholm, l'ambiance est funèbre. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Le drame se déroule sous nos yeux. Dans le monde, les effets du réchauffement climatique s'amplifient. Plus de 7500 événements naturels extrêmes sont recensés entre 2001 et 2010. Ouragans, sécheresses, inondations, incendies géants deviennent de plus en plus fréquents. La montée des eaux, prédite par le GIEC, menace d'engloutir l'île de Bola au Bangladesh. 500 000 personnes doivent être déplacées. Ce sont les premiers réfugiés climatiques de l'histoire. Il pourrait être 250 millions en 2050. La paix mondiale est en jeu. This is about peace because when 15 million people are dying and when millions of people are threatened with starvation and millions more people are threatened with dislocation from their homes, their countries, those are issues over which wars are fought. Those are conflict breeders. It's a farm for terrorism in many ways. En 2004, en course pour la présidentielle américaine, John Kerry tente de remettre le sujet climatique au centre des débats contre George W. Bush. Mais les 2 heures de débat tourneront autour de la sécurité nationale. George W. Bush est réélu. Il aggrave la situation en lançant l'exploitation des gaz et pétroles de schiste, enfouis plus profondément que le pétrole conventionnel. L'extraction provoque des fuites de méthane, un gaz à effet de serre encore plus polluant que le CO2. En parallèle, la mondialisation s'intensifie. En 10 ans, la production de produits manufacturés et les échanges ont doublé. La consommation d'énergie fossile progresse à un rythme frénétique. Le GIEC multiplie les rapports alarmistes. Les lobbyistes du pétrole contre-attaquent. Un fax d'Exxon à la Maison-Blanche suggère que Robert Watson, son président devenu trop gênant, soit remplacé. And so the oil industry lobbied very heavily the White House. We think Watson is pushing the IPCC in the wrong direction. The interesting thing is the IPCC has hundreds and hundreds of scientists from all over the world. If you had a chair that was biased, there's no way a single chair could ever bias the IPCC because the final documents are approved by governments with the support of the academic community. Les inquiétudes climatiques n'inspirent plus que les climatologues, certains citoyens et Hollywood. La bataille semble perdue. Quand subitement, à la surprise générale, une voix inattendue s'élève, celle des assureurs. I came to the view quite quickly that climate change was going to create enormous costs, far too big for insurance to handle. In fact, by about 2040, we might see costs of as much as $1 trillion a year globally from climate change. Now, because of that, that means we need to do something serious at the political level to stop climate change happening. Le nombre de catastrophes naturelles a explosé depuis 1970, comme celui des dépenses des assureurs pour réparer les dégâts. Elles atteindraient $1 trillion en 2040. 2005, c'est le moment où les assureurs disent stop, on ne va pas pouvoir assurer les dégâts causés par le changement climatique. Et ça nous coûte déjà très cher, et ça va nous coûter tellement cher qu'on ne pourra pas le faire. Si les gouvernements ne font rien, on ne va pas y arriver. Notre métier ne peut pas continuer. Et les assurances, dans un monde globalisé et dans un monde marchand, c'est central. C'est-à-dire, tu ne peux pas assurer, tu ne peux pas échanger. Si tu ne peux pas assurer, tu ne peux pas faire de calcul économique. Donc, l'argument fondamental des assureurs, c'est de dire arrêtez avec votre histoire d'incertitude du climat. La vraie incertitude, c'est sur la capacité du système économique à résister. Ce risque économique précipite la suite de l'histoire. Les assureurs veulent qu'un accord soit signé par tous les pays, Chine et États-Unis compris.
Cela pourrait être à la COP 15 à Copenhague. Décembre 2009 au Danemark. Dans les plénières et les coulisses de l'ONU, l'enjeu des négociations est clair. Il faut obtenir un engagement des États-Unis et de la Chine. La Chine est devenue l'usine du monde. Elle est désormais le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Mais selon elle, elle ne fait pas partie des responsables historiques du réchauffement climatique et rejette donc toute contrainte qui pourrait entraver son développement économique. L'Inde est sur la même ligne. We hope that the relevant parties to show their political view. Otherwise, it's very difficult for us to break the brackets. Tous les chefs d'État et de gouvernement arrivent à Copenhague. La présence de Barack Obama, président démocrate, donne l'espoir qu'un texte ambitieux soit signé. Les maîtres du monde ont 24 heures. President Obama went to Copenhagen to help try to get together with China to have a meeting about trying to make Copenhagen a success. Obama vient négocier et rentre dans la salle où ils étaient en train de se concerter. Et là, il se trouve en face de l'Inde, de la Chine, du Brésil, de l'Afrique du Sud, qui veulent poser leurs conditions. China resisted. China was leading in opposition to an outcome in Copenhagen that would have fully met the aspirations of everybody. Le dernier soir, les États-Unis et la Chine, réunis avec un petit groupe de pays, décident d'un texte. L'Europe est tenue à l'écart dans une autre pièce. Le texte de 3 pages, rédigé par quelques-uns, est sans engagement. Aucun objectif chiffré, aucune contrainte. Mis devant le fait accompli, les autres pays sont tenus de signer pour ne pas paralyser le processus. Ça a été un choc incroyable. Donc évidemment, il y a une colère des délégués de tous les pays qui voient passer les balles. Une colère des ONG parce que c'est un processus à la fois opaque et surtout échoué, puisque en fait, on a toutes les conditions de l'échec dans le texte de Copenhague. Et donc une dépression généralisée dont beaucoup d'ailleurs de personnes ont eu du mal à se remettre. Les politiques ont échoué à s'entendre, mais le secteur privé a senti, lui, le vent tourner. De nouveaux marchés prometteurs s'ouvrent dans le secteur des énergies renouvelables. Et même dans le bastion des énergies fossiles, la voiture, le verre est le nouvel or noir. Les mentalités changent. C'est tendance. Les COP s'enchaînent et se ressemblent. Les pays les plus vulnérables exigent qu'un accord international soit signé, seule façon de se faire entendre. La prochaine COP aura lieu en 2015, à Paris. Mais pour éviter un nouveau naufrage, les 2 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, Chine et États-Unis, doivent s'engager sur un accord contraignant. Because I had worked with China as Foreign Relations Chair, I'd been there a number of times, met with President Xi. I had a good understanding of what they were thinking. And I decided that as secretary, I thought it was possible now to maybe change the dynamic with China. Knowing that if China and the United States could break the impasse that had occurred in Copenhagen and change the dynamic, that would be a signal to everybody else, Paris is on. We're going to go there. We're going to make it happen. Paris est prête à mener la lutte climatique quand tout à coup, 2 semaines avant la COP, la capitale bascule dans l'horreur. Les attentats de novembre 2015 font 130 morts et des centaines de blessés. Comme un acte de résistance, les dirigeants français et l'ONU décident de ne pas reporter la négociation climatique.
We have come to Paris to show our resolve. We offer our condolences and we salute the people of Paris for insisting this crucial conference go on. La COP s'ouvre dans une atmosphère de recueillement et de solidarité. Le cœur de la négociation se déroule à cet étage. Venez, rentrez. Dans le bureau voisin, la négociatrice en chef consulte elle aussi, jour et nuit. Petits et grands pays défilent ici. Le ministre de l'Énergie des Émirats Arabes Unis, la ministre de l'Environnement sud-africaine, le chef de la diplomatie américaine. On a tiré les leçons de Copenhague, très précisément. De savoir qu'il fallait pas commencer du mauvais côté, qu'il fallait embarquer les pays en développement d'abord, dans tout le processus de négociation. Il faut que la négociation soit transparente. C'est pas dans une pièce fermée, c'est pas les plus forts qui négocient entre eux. Les négociations durent 2 semaines. Elles se débloquent dans les tout derniers jours et la dernière nuit. On n'a pas dormi pour beaucoup de jours, on est tous vraiment très fatigués. Et donc, je commence ce tour de table à peu près à partir de 5 heures du matin. Et je commence par le groupe le plus difficile, qui était essentiellement composé des pays pétroliers, de la Chine. J'explique ceux qui vont aimer, ceux qui vont détester. Et un silence glacial, mais glacial. Je reprends la parole et je dis, vous savez, c'est le meilleur équilibre qu'on peut trouver. Si c'est pas ça, c'est fait, c'est cuit, c'est fait, c'est terminé. Je peux rien proposer d'autre. Et donc, je pleure d'épuisement, bon, je craque. Non, bon, c'est fini, quoi. Et là, je vois la déléguée vénézuélienne, l'ambassadrice de Venezuela, l'ambassadeur de l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Chine, qui se lèvent et qui viennent vers moi et qui me prennent dans leurs bras. Et ils me disent, on va te faire confiance. On va le faire. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'est l'accord contraignant le plus ambitieux jamais signé par tous. 40% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Avec l'objectif de limiter le réchauffement planétaire, non pas à 2, mais à 1,5 degré, un formidable espoir, obtenu 43 ans après la déclaration de Stockholm. Mais la fête est de courte durée. Speaking of global warming, where is we need some global warming? It's freezing. Man. 6 mois après son arrivée au pouvoir, le républicain Donald Trump sort de l'accord de Paris. Aux États-Unis, la résistance s'organise. 10 États déclarent rester dans l'accord de Paris, suivis de 294 villes et comtés, 412 universités, 2300 entreprises. Leur cri de ralliement, « We are still in », nous sommes toujours dedans. Et même Jerry Taylor, le lobbyiste impitoyable, abandonne la lutte. It became clear to me when I ran into a guy who was a partner at Goldman Sachs and who was responsible for their risk management operations. And he says, you guys are thinking about this all wrong. If you think like a capitalist, if you act like a capitalist, you hedge against climate action with government policy. That's the only way to address it. It can't be addressed individually. I found that an incredibly powerful argument. It was the final nail in the coffin for me, and the sign that I accepted that I needed to course correct and get out of this. Le calcul est purement économique. Certains ont finalement compris que l'action climatique coûtera moins cher que l'inaction. Désormais, cette inaction climatique révolte des citoyens de plus en plus jeunes. Une lycéenne suédoise d'à peine 15 ans, Greta Thunberg, fait la grève de l'école. Elle accuse les adultes et exige que le gouvernement réduise ses émissions de CO2. All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth.
How dare you? Malgré les moqueries et les menaces, des lycéens du monde entier lui emboîtent le pas. Le phénomène Greta marque l'entrée de la jeunesse dans la bataille. À quoi bon étudier si on n'a pas d'avenir? Désormais, les citoyens de tous âges sont toujours plus nombreux à mener le combat climatique. Forte de cette vague de protestations citoyennes, l'Europe remonte en première ligne. This is a very special day. This morning, the College of Commissioners agreed on the European Green Deal. I'm convinced that the old growth model that is based on fossil fuels and pollution is out of date, and it is out of touch with our planet. The European Green Deal is our new growth strategy. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment. Le Green Deal vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ce qui veut dire émettre autant de CO2 qu'on en absorbe, grâce à la nature ou de nouvelles technologies de capture. L'Europe deviendrait le premier continent climatiquement neutre. Autre point de bascule, l'Agence internationale de l'énergie, mise au défi par les ONG de respecter l'accord de Paris, fait sa révolution. Elle, qui a souvent soutenu les industries fossiles, appelle désormais à la neutralité carbone. Especially in the next 10 years, until 2030, we have to see a massive expansion of the clean energy technologies. No need to build new oil and gas fields, no need to build new coal-fired power plants. Un pari possible, car le coût des énergies renouvelables concurrence aujourd'hui celui des énergies fossiles. Et comme la fin d'un mauvais rêve, Donald Trump quitte la Maison-Blanche. À peine élu, son successeur, le démocrate Joe Biden, signe le grand retour des États-Unis dans l'accord de Paris et promulgue un vaste plan climat. L'espoir renaît. Mais hélas, la guerre en Ukraine fait craindre un nouveau retour en arrière. Va-t-on reproduire l'erreur de 1973 et relancer la course aux énergies fossiles, anéantissant tout espoir de sauver le climat? It cannot become an excuse, which some companies are using it as, to say, oh, we have to have more oil and gas and coal even, and ignore the climate crisis as if it goes away because Ukraine was invaded. We have to deal with both crises at the same time. It's absolutely not a moment to say coal or oil or long-term future of fossil fuel has been changed as a result of Ukraine. Il faut se guérir de cette addiction aux fossiles parce que c'est une source de guerre et de conflit. Retour à Stockholm après 50 ans de combat. Les données sont implacables. Les 10% les plus riches de la planète sont responsables de près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et les plus pauvres, les premières victimes. La surconsommation des uns détruit la vie des autres. Le combat climatique rassemble désormais toutes les luttes. The climate crisis is definitely a social justice issue, and we cannot have, poverty eradication or achieving zero hunger or having gender equality or even racial justice without addressing, the issue of climate change as something that is beyond statistics, but it's about the people. Pour gagner la guerre, il faut laisser les combustibles fossiles là où ils sont.
I'll be quite honest. I don't think the 1.5 degrees Celsius target is achievable. And at the moment, unless we get some incredible technology breakthrough, I don't think we can achieve the 2-degree target. We need governments to reduce their emissions now. À ce jour, la température planétaire s'est élevée de 1,1 degré. Que de temps perdu en 50 ans, que d'occasions manquées. Il n'empêche, chaque émission de gaz à effet de serre évitée limite toujours la hausse de température et ses effets dévastateurs. Notre action d'aujourd'hui détermine le réchauffement de demain. La bataille continue. We need to work together. We're all in the same boat, and we're either going to sail together or sink together.